C'est ouvert. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Voilà. Comme de coutume, on va attendre 2-3 minutes avant de commencer, surtout en fin de journée, histoire d'attendre les derniers arrivants. Du coup, tu peux pas faire rentrer les gens. Si. Si. Ah. Bonsoir. Allez, on se laisse encore 2 minutes. On est encore loin du nombre d'inscrits. Bonsoir. Bertrand. Bon, Céline, je te propose qu'on démarre. J'arrive. Je suis là. Allez, parfait. Allez, c'est parti. Parfait. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous. Bonne rentrée à ceux qu'on n'a pas encore vus ni croisés. Donc ce soir, un point webinaire pour faire un point avec vous tous sur l'état de l'alimentation en imagerie, en radio, avec donc la vague 2 qui est maintenant plus que sur la rampe de lancement, et surtout comment faire pour accélérer l'alimentation de mon espace santé depuis les riches Ségur en vue de la vague 2, mais je dirais avant tout pour être au rendez-vous collectivement de la promesse qu'on a fait à la fois aux citoyens d'envoyer leur compte-rendu d'imagerie dans leur espace santé, et également aux professionnels de santé concernant aussi la diffusion des comptes rendus et plus largement un partage généralisé et fluide des données de santé. Voilà, donc les enjeux qui sont encore devant nous. Du coup, la suivante, s'il te plaît, Céline. Alors, avec les consignes habituelles que vous connaissez tous par cœur et toutes, mais qu'on repasse à chaque fois, les micros, etc. On lève la main pour prendre la parole. On s'est réservé du temps en fin de séance. Aussi pour l'échange, c'est important d'interagir, même si on a pas mal d'infos à vous apporter. Mais l'idée aussi, c'est qu'on puisse échanger directement. Donc, on a prévu du temps pour ça à la fin. Et du coup, je vous propose de démarrer directement. Alors, cette slide, je pense que vous la connaissez pour la plupart, hein. C'est quand même important de se rappeler de pourquoi on fait tout ça, pourquoi quelque part on se retrouve ce soir, mais pas que. C'est avec l'ambition de généraliser le partage fluide et sécuriser les données de santé. Voilà. Et comme je l'ai dit, la promesse, c'est entre professionnels et avec l'usager, tout en s'appuyant sur le DMP, qui est l'espace documentaire de mon espace santé comme plaque tournante. Alors, bien entendu, ça concerne tous les couloirs déjà installés. Il y en a d'autres qui arrivent, hein. Il y a les chirurgiens dentistes, il y a des professions paramédicales. Donc, on continue d'étendre ça. Mais si on en revient aux éléments fondateurs et fondamentaux, c'est déjà que le patient dispose de son profil Mon Espace Santé. Voilà. Et dans cet espace, il dispose de tous ses documents de santé. Il y a aujourd'hui 1,6% des Français qui se sont opposés. C'est leur droit le plus absolu. Ce qui veut dire, et c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a plus de 98% des Français qui ont aujourd'hui un espace santé ouvert et donc la possibilité d'aller consulter des documents et pour les professionnels de santé d'échanger des documents. Du coup, pour les professionnels de santé, vous le savez, ils peuvent consulter les documents. Il y a aussi la partie messagerie.
ce qui permet par exemple au médecin traitant ou au correspondant de recevoir des copies de résultats d'examen, des documents de sortie d'hospitalisation et donc des comptes rendus d'imagerie aujourd'hui et la consultation des images et les comptes rendus de médecine nucléaire demain. Et c'est tout ce qui nous rassemble ce soir. Du coup, la suivante. On en parle aussi toujours, hein, on va dire que c'est de l'argent bien dépensé quand on voit les chiffres, mais c'est quand même de l'argent dépensé. C'est 2 milliards d'euros. Ce programme, lancé déjà en 2021, il y a déjà 4 ans, bientôt 5. Et donc, on se l'est dit, pour généraliser tout ça. C'est un formidable accélérateur. C'est-à-dire que c'est un programme financier qui nous permet d'aller plus vite, qui nous permet d'encadrer des développements, qui nous permet aussi d'accompagner des usages pour ce programme Open à l'hôpital. Et du coup, en vague 2, de financer aussi des usages, je pense aux prestations secondaires qui arrivent en complément. Trajectoire progressive. Vous le savez, c'est de l'achat pour compte. On a commencé par doter les patients d'un profil de mon espace santé. Puis, donc, au travers de cet achat pour compte, de doter les utilisateurs, je pense aux professionnels de santé, de logiciels pour atteindre une masse critique de documents dans mon espace santé et enfin faciliter l'utilisation par les professionnels. C'est plutôt la vague 2 sur la partie consultation, on en parlera un petit peu plus loin. Du coup, la vague 1, elle s'est terminée l'année dernière, ça fait déjà un bon petit moment. Donc, aux frais de l'État et en prenant sur ces 2 milliards, on a équipé 75% des plateaux techniques de radiologie. En fait, comme on a équipé en priorité, et finalement, c'est les commandes que vous, éditeurs, vous avez prises, plutôt des gros sites, que ce soit privé ou public, hein, peu importe. Plutôt des sites qui produisent beaucoup. Typiquement, des petits cabinets qui ont vocation à être achetés ou à fermer, par exemple, n'ont pas été équipés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, euh, on a 90% des comptes rendus de radiologie qui sont, vous me passerez l'acronyme, sécurisés. C'est-à-dire que sur ces 90% de comptes rendus, on devrait aujourd'hui les retrouver dans le DMP et donc accessibles aux patients, mais c'est loin d'être le cas, on va s'en reparler un petit peu plus loin. On a bien entendu relancé la dynamique autour du dossier médical électronique, hein, voilà, cette fameuse loi d'Oustoblasie datant de 2004, hein, qui a mis du temps à décoller, mais qui est aujourd'hui plus que décollé, puisqu'on est bon an mal an autour des 400 millions de documents annuels. Voilà, ça veut dire plus d'un document sur deux qui remonte aujourd'hui dans le DMP. Et surtout, si on s'adresse à la radio, et c'est le cas ce soir, en fait, sur cette vague 1, les radiologues n'ont pas eu vraiment de bénéfices. Ils ont joué le jeu de la mise à jour pour faciliter l'alimentation, mais finalement, il n'y avait pas de vrai bénéfice métier à court terme pour les radiologues. Les bénéfices métiers, ils arrivent en vague 2, avec notamment la possibilité de consulter les comptes rendus d'autres spécialités, j'y reviendrai en fin de séance, et donc aussi le partage généralisé des images. Voilà, donc on est quelque part au milieu du gué avec des résultats qui sont déjà concrets et qui sont finalement le terreau pour d'autres projets qui arrivent. Du coup, voilà, on est l'État, donc forcément on s'inscrit dans un cadre réglementaire, c'est quand même important aussi de s'en parler. Aujourd'hui, il est très clair, on entend encore de temps à autre, oui, mais les comptes rendus, c'est obligatoire, pas obligatoire. Donc, en fait, le cadre est aujourd'hui extrêmement clair. Je peux vous renvoyer par rapport à ça l'article L1111-15 du Code de la santé publique, qui est sans ambiguïté, et qui précise les documents qui doivent être envoyés au DMP. Depuis le 31 décembre 2022, donc ça nous renvoie déjà assez loin, compte rendu d'une imagerie hors séjour hospitalier doivent être obligatoirement envoyés au DMP. Sur la partie hospitalière, on a encore travaillé récemment avec le G4, en lien avec tous les sujets d'invisibilisation. Tout le monde est d'accord sur le fait que, y compris les comptes rendus produits en séjour hospitalier, doivent partir. Donc, on va très probablement amender le texte. En tout cas, aujourd'hui, le G4 est très clair dans sa volonté. C'est qu'il faut que ça circule. Il faut aussi que les images puissent être consultées. Et donc, même en séjour hospitalier, ça doit être envoyé. Voilà. Au tout début, on a été un petit peu prudent par rapport à ça parce qu'il nous fallait un petit peu de recul en termes de métier. Aujourd'hui, de ce qu'on observe, tout est prêt. Et donc là-dessus, il faut avancer. Également, et ça, c'est pas complètement anecdotique, obligation d'alimenter le DMP au niveau des demandes. C'est-à-dire que vous, les radiologues, à partir du 31 décembre 2025, vous serez quelque part en droit, alors on va dire le 1er janvier, hein, on ne va pas être trop puriste,
de demander en tout cas de consulter le DMP pour voir les demandes. Et si un médecin demandeur n'a pas envoyé sa demande, quelque part, vous serez en droit de le demander. C'est-à-dire que chacun est dans son rôle, hein, et vous plaignez souvent, et à juste titre, de ne pas avoir toutes les demandes. C'est vraiment important que les demandes soient mises également. Voilà, donc ça, c'était prévu, ça arrive. Vous le savez, aujourd'hui, c'est le Ségur, on est dans l'incitation, mais c'est présent dans le Code de la santé publique. Donc, progressivement, on va être plus coercitif, avec forcément des mesures plus contraignantes qui accompagneront, le Code de la santé publique, mais je dirais aussi la bonne utilisation de l'argent public qui est faite dans le Ségur. C'est-à-dire qu'on a investi cet argent, vous avez investi du temps, nous aussi beaucoup, et il faut que ça serve, et donc à un moment, on va être plus contraignant. Voilà pour le cadre réglementaire. Du coup, si on reparle d'alimentation, donc là, en toute transparence, les chiffres d'août, et c'est ce que je vous disais, c'est environ, alors 33%, un tout petit peu plus, des comptes rendus qui partent, si on raisonne sur la globalité des comptes rendus, et donc 38% si on raisonne sur l'assiette Ségur, c'est-à-dire les sites qui ont été équipés. C'est notoirement insuffisant parce que normalement, on devrait avoir quasiment tout. Alors, sauf quelques cas particuliers, je pense aux AME par exemple, qui ont pas mon espace santé pour des raisons que, voilà, dont l'objet n'est pas de discuter ce soir, mais c'est un constat. Voilà, donc on peut enlever effectivement quelques raisons pour lesquelles on n'aurait pas ces comptes rendus, mais on devrait factuellement, rationnellement, plutôt être dans les 80-85%. Donc, on peut se dire qu'on est encore vraiment très loin du compte, hein. À titre d'exemple, pour des pays qui ont des mécanismes un petit peu analogues, je pense aux pays notamment d'Europe du Nord ou la Suède, ils sont plutôt autour de 90-95%. Voilà, donc on sait que c'est techniquement possible. Quand on regarde à la maille de certains établissements, on a en France, alors l'idée n'est pas du tout de dire il y a des bons, des mauvais élèves, hein, c'est vraiment pas l'objet du propos, mais il y a certains établissements aujourd'hui qui alimentent à 80-85%. Voilà, c'est factuel. Si certains établissements alimentent autour de 85-85%, je dirais pourquoi pas les autres. Et c'est aussi et surtout ce dont on va parler ce soir, c'est que collectivement, on doit se donner l'enjeu, l'ambition, en tout cas la volonté de tirer tout ça vers le haut et que finalement, il n'y ait pas quelques exceptions autour de 80-85%, mais que ça devienne la règle. Du coup, si on regarde les courbes et la progression, c'est ce qui nous embête le plus finalement en ce moment. On voit donc ouverture de mon espace santé en février 2022, le 3 février très exactement. Ça décolle gentiment, puis ça accélère fortement à l'été 2022. Il y a eu un épiphénomène en février 2024, mais globalement, on voit une période de croissance jusqu'au début de l'année. Et début de l'année, on rentre sur une phase de plateau, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une espèce de, en tout cas, j'espère pas de plafond de verre, mais en tout cas, on voit que la courbe s'aplatit. Et donc, du coup, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille collectivement. On a les raisons, hein, on vous les partagera, on sait très exactement ce qui se passe. Et donc, comme tout problème, quand le problème est bien identifié, on a déjà au moins la moitié de la solution. Voilà, en tout cas, pour le constat, en toute transparence, mais pour certains, vous le connaissiez déjà. On s'en satisfait pas. La promesse n'est pas tenue, à la fois vis-à-vis des citoyens et à la fois vis-à-vis des professionnels de santé. Mais surtout avec un document sur trois, la Dreambox, le partage d'images ne vont pas fonctionner du tout comme on l'attend. Voilà, donc on a à la fois cet enjeu de généralisation et surtout de préparer l'arrivée de la Dreambox. Du coup, si on poursuit sur le constat, au-delà des chiffres, où est-ce qu'on en est? Donc, je vous l'ai dit, la vague 1, finalement, elle est globalement réussie. La vague 2, je vous l'ai dit aussi, ça génère beaucoup d'attentes, hein, puisqu'on va avoir la consultation intégrée dans mon espace santé, le partage des images. Pour les éditeurs, c'est 3 ans d'investissement hein, sur le partage d'images. Donc, ils ont cru au projet en nous, et que maintenant, ça va leur permettre d'avoir du revenu jusqu'en 2030. Mais encore une fois, il faut que ça fonctionne. Et puis ce partage d'images, ça va aussi offrir un socle à tout plein de services. Je pense à des questions de recherche étendue, par exemple. Il y a tout un tas de possibilités qui vont être offertes avec ce socle commun. Voilà. Et pour nous, c'est particulièrement vrai en ce moment, et c'est l'objet de toutes les discussions qu'il peut aussi y avoir avec l'assurance maladie, c'est comment on fait pour que finalement chaque acte soit un acte pertinent et que ce ne soit pas un acte redondant. Donc il y a aussi ces deux sujets.
qui, au travers de la généralisation du partage de l'image, vont pouvoir être adressés. Voilà, on a hâte avec le G4 hein, de pouvoir mesurer tout ça. On sait qu'il va y avoir ce bénéfice-là. J'y reviendrai aussi à la fin de cette présentation et finalement, on voudrait pouvoir le mesurer assez rapidement. Voilà, donc transformation profonde sous réserve qu'on arrive à répondre collectivement. Du coup, ça je l'ai dit, hein, on va passer rapidement pour rentrer dans les questions de l'INS. Pour aller un peu au-delà des chiffres que je vous ai présentés, ce qu'on a identifié, c'est ce que je vous disais. Finalement, c'est des obstacles assez variés, plutôt des difficultés. Qualification de l'INS encore faible. Céline vous en parlera, c'est elle qui dirige tout ça chez nous, qui orchestre tous les travaux autour de l'INS. Voilà, c'est 30% des non-alimentations pour cause de l'INS pas qualifié. Alors, il peut y avoir des bonnes raisons. Hein. En pédiatrie, les parents arrivent sans les documents de l'enfant, sans le livret de famille. Ben, ça, c'est imparable. Mais ça, c'est une exception. La règle, elle est plutôt ailleurs. Voilà. Et c'est le genre d'exception qu'on trouve, par exemple, dans les hôpitaux qui sont aujourd'hui à 80-85%. C'est qu'à la fin, il y a des petits cas particuliers qu'on a encore du mal à traiter. Mais ce n'est pas la généralité. On constate, et ça c'est extrêmement regrettable, des ruptures d'alimentation. Alors, liées à des certificats, des dysfonctionnements logiciels, tout un tas de raisons. Mais tous les mois, quand je regarde les sites un par un, j'en vois qui décrochent, tout parti. Des fois, ça tombe à zéro, des fois, c'est divisé par 2, 3, 4. Chaque fois, il y a des bonnes raisons, mais ce qu'il faut, c'est qu'on arrive finalement à ces raisons, à les identifier avant, ou en tout cas les rectifier quand elles arrivent. Il y a encore aussi des craintes autour de la transmission des documents sensibles sur les notions d'invisibilisation, où il y a encore de la formation par rapport à ça. Et aussi dans les logiciels qui arrivent en vague 2, certainement des progrès au niveau de l'ergonomie. Et encore, malgré tout le travail qu'on produit au niveau de l'équipe et au niveau de l'assurance maladie et tous les gens qui sont engagés dans ces chantiers, encore un faible niveau de connaissance des acteurs sur le terrain, radiologues, manipulateurs, et c'est très précisément qu'on fait ce soir ce webinaire avec vous. Voilà, il y a encore des enjeux d'information. Alors on sait que ça prend du temps, que ce n'est pas le plus facile à régler, mais en tout cas aujourd'hui ça y contribue. Voilà, donc les obstacles et les causes sont connus, maintenant à nous de les traiter. Du coup, je te laisse prendre la suite, Céline, sur les questions d'IS. Magnifique. Oui, il nous paraissait important de refaire un point sur l'INS parce que, comme vous voyez dans le titre, c'est le prérequis numéro 1 pour alimenter le DMP. Parce que sans INS, c'est impossible. Juste pour rappel, l'INS, donc c'est une identité qui est attribuée à toutes les personnes qui sont nées sur le territoire français ou bénéficiaires de l'assurance maladie, selon les bases nationales. Donc, la majeure partie des personnes qui sont prises en charge ont une INS. Effectivement, on a quelques cas encore pour lesquels il y a des difficultés, mais pour continuer à enfoncer le clou, effectivement, je vous confirme que les établissements sanitaires ont pour beaucoup, ont entre 80 et 85 de taux de qualification sur leur file active. Donc, j'ai envie de dire, si l'hôpital y arrive, tout le monde doit y arriver. Au niveau de l'INS, de quoi elle est composée? Donc, on a le matricule INS qui correspond dans la plupart du cas au numéro, au numéro de sécurité sociale de facturation, mais surtout au numéro de sécurité sociale personnel. Et puis, il est associé obligatoirement au nom de naissance, prénom de naissance, date de naissance, sexe et évidemment le code officiel du lieu de naissance. Là, vous avez un exemple effectivement de composition d'une INS. Et juste pour rappel, les personnes qui n'ont pas d'immatriculation n'ont pas d'INS. Par contre, par rapport à ce que disait Jean-Marc tout à l'heure, les bénéficiaires de l'AME n'ont pas de MES et de DMP, mais par contre, ils peuvent avoir une INS à partir du moment où leur numéro de sécurité sociale commence par 1 ou par 2. Donc, vous pouvez aussi qualifier ces identités. Pourquoi utiliser l'INS? En fait, avant l'arrivée de l'INS, c'était un petit peu le bazar parce que tout le monde avait une façon d'identifier les patients qui leur était propre. Certains utilisaient le nom qui était inscrit sur la carte vitale qui correspond pour beaucoup au nom d'usage, tandis que d'autres utilisaient déjà le nom de naissance.
Donc, pas besoin de vous faire le constat puisque vous l'avez certainement vécu, mais pour réconcilier deux identités avec des noms différents et parfois même des prénoms différents, autant vous dire que c'était juste pas possible. L'INS, comme je vous ai dit, c'est une identité qui est unique, partagée par l'ensemble des professionnels, qui est pérenne dans le temps, donc elle permet de fiabiliser l'identité de vos patients. Quand vous utilisez l'INS, vous utilisez la bonne identité et celle que tous les professionnels qui le prennent en charge utilisent. Forcément, ça facilite les échanges. Comme je vous disais, si, vous recevez un document, une prescription par exemple pour un examen de radiologie avec, un nom, et que, vous avez cette même identité parce que les 2 utilisent l'INS dans votre base, locale dans le RIS, bah, forcément le rattachement, du document, il est beaucoup plus facile et puis ça sécurise l'échange avec les autres professionnels. Comme je vous disais, prérequis numéro 1 pour alimenter et consulter mon espace santé, vous devez avoir l'INS. C'est la clé d'entrée. Sans l'INS, bah, pas d'alimentation, pas de consultation. Donc, indispensable. Et puis aussi, ça permet d'échanger en direct avec le patient puisqu'il a sa messagerie sécurisée citoyenne. Bien évidemment, le message est à l'initiative du professionnel. C'est absolument pas le patient qui peut, solliciter le professionnel via sa messagerie, citoyenne, fort heureusement. En pratique, comment ça doit se passer? En fait, à l'accueil, du patient, par le secrétariat, les documents à demander, c'est évidemment carte vitale, carte d'identité. Hem, L'idée, c'est de faire l'appel au téléservice à partir du logiciel métier directement dans le RIS, à partir de la carte vitale. C'est le moyen le plus sécurisé, puisque, l'appel au téléservice par la carte vitale intègre, le numéro de sécurité sociale. Donc, le risque de remontée d'une mauvaise identité, il est quasi nul. Hem Et puis ça vous évite de ressaisir, les données d'identité. C'est beaucoup plus rapide et puis, l'idée c'est que, une fois que vous avez récupéré, cette INS, il y a la nécessité de mettre en cohérence les traits récupérés avec ceux qui sont présents sur le document d'identité. Il arrive encore qu'il y ait des différences, donc il est vraiment important que, l'ensemble de ces traits d'identité soient cohérents pour dire: «Voilà, c'est qualifié, on est sur une identité sûre, je qualifie, donc je pourrais, alimenter mon espace santé avec l'examen de radiologie qui vient d'être, réalisé». Chose ultra importante, on voit de plus en plus de cabinets de radiologie s'équiper de bornes d'accueil et on sait que, de ce fait, on a de moins en moins de qualification de l'identité puisque au préalable, la qualification se faisait au moment de l'arrivée auprès du secrétariat et que, l'usage de ces bornes d'accueil, bah, font passer à l'as la qualification. Donc il est essentiel dans vos organisations de repenser à cette étape, pourquoi pas au moment de la facturation, de faire, la qualification. Il faut vraiment, réfléchir à vos organisations si vous avez, des bornes d'accueil. En vague 2, plein de choses. On a, mis en place plein d'automatismes, ne serait-ce qu'avec la carte vitale. À l'insertion de la carte vitale, il y a un appel automatique au téléservice. Mais autre chose qui va changer quand même considérablement, les pratiques, c'est l'arrivée de l'appli carte vitale, puisque les étapes d'enrôlement pour l'utilisateur de l'appli carte vitale, ça équivaut à la qualification. Puisque quand vous voulez installer l'appli carte vitale, et d'ailleurs je vous invite à le faire, vous avez un appel au téléservice INSI et 2 la mise en cohérence avec les traits qui sont présents sur le document d'identité. Donc, lorsque le patient va se présenter à l'accueil et vous présentera son appli carte vitale, il y aura une photo, un QR code, soit il suffira de scanner ce QR code, soit, par NFC, donc sans contact, pour récupérer les données et l'identité sera directement qualifiée. Donc autant dire un gain de temps, énorme pour vous et une sécurité, forcément d'autant plus importante. Les choses à faire pour augmenter la qualification et évidemment augmenter l'alimentation de messe.
Systématiser l'appel au téléservice INSI, ça doit être une pratique. Mais comme je vous l'ai dit, en vague 2, c'est quelque chose qui va être automatisé. Mais en attendant le déploiement de vos logiciels sur le Ségur vague 2, il faut vraiment systématiser cet appel au téléservice. Avec la carte vitale, encore une fois, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus efficace, c'est beaucoup plus sûr. Vous avez un meilleur taux de retour. Vous êtes quasi sûr d'avoir le retour du téléservice INSI avec la bonne identité, ce qui parfois peut ne pas être le cas lorsque vous faites l'appel par trait. Donc j'insiste, systématiser l'appel au téléservice à partir de la carte vitale. De la même manière, il faut systématiser le document d'identité. Personnellement, j'ai vu dans des cabinets de radiologie les petites affiches avec la nécessité de présenter le document d'identité, sauf que finalement, au guichet, il n'est pas demandé. Il faut vraiment demander ce document d'identité. Les patients, parfois, peuvent refuser, c'est sûr, il faut leur expliquer l'intérêt, que ça sécurise leur identification, leur prise en charge. Et puis, il faut quand même leur rappeler aussi que lorsqu'ils vont dans un relais pour aller chercher leur colis, ils doivent présenter un document d'identité et en général, ils ne refusent pas parce que sinon, ils n'ont pas leur colis. Et de la même manière, lorsque on va faire une démarche à la banque, on nous demande notre document d'identité. Donc, j'aime à dire que finalement, nos biens, donc les objets et notre argent méritent davantage de sécurité que notre identité, notre santé. Je ne le crois pas. Donc, il y a des moyens d'expliquer aux personnes pourquoi il y a vraiment besoin de ce document d'identité. L'étape indispensable, c'est la formation des secrétaires. Ça, si on ne leur donne pas le sens de pourquoi on fait tout ça, si on n'explique pas pourquoi faire les choses et en les formant, on n'arrivera pas à avancer et à décoller cette alimentation de MES par la qualification. Donc, il y a cette formation. Vous avez à disposition une plateforme sur le site de l'ANS de e-learning où il y a tout un tas de modules spécifiques à l'INS. C'est des modules qui ont été réalisés super courts, 2, 3, 4 minutes, justement pour coller à vos contraintes de temps. Donc, il ne faut pas hésiter. En plus, c'est gratuit. Vous avez aussi la possibilité de contacter les référents régionaux en identité-vigilance. Dans chaque région, il y a un référent qui peut vous aider à craquer des problèmes, à proposer des formations. Sur le support, vous pourrez cliquer sur vos référents régionaux. Je vous ai mis le lien vers la liste des référents régionaux. Et puis, vous avez aussi accès à des replays sur le site de l'ANS. Chose importante, monitorer les taux de qualification. On a vu des organisations où effectivement, il y avait ce monitorage, c'est un suivi un peu à la culotte, mais qui est plutôt efficace par secrétaire, de voir les taux de qualification et d'essayer de comprendre pourquoi certaines sont un peu plus en retard que d'autres. Peut-être que la formation est la solution ou la sensibilisation. Mais ce monitorage de l'activité de l'INS, de l'alimentation de MES, c'est indispensable. Pourrais-tu mettre en plein écran? Je suis en plein écran. En fait, je suis désolée. Vous voyez pas bien mon écran? Si, mais c'est en mode, c'est pas en mode diapo, mais c'est pas grave. Non, mais sinon, Tu je dois ne être vois sur pas un les écran. questions. Pas grave, c'est parce que j'ai un petit écran. C'est pas grave, aucun souci. Pardon. Voilà pour ma part, pour l'INS. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez dans le chat. Jean-Marc? Ouais, du coup, on va continuer sur la partie invisibilisation. Du coup, bien se rappeler les règles existantes, hein. Donc, le patient peut, de manière générale, décider de masquer des documents aux professionnels de santé. Encore une fois, c'est ses documents, c'est son carnet de santé électronique. Et donc, pas de problème par rapport à ça. Et c'est bien entendu au niveau de chaque document. De même, le PS, au moment de l'alimentation, et c'est bien à ce moment-là, peut choisir d'alimenter de manière invisible pour le patient et ou ses représentants légaux. Également, sur demande du patient, choisir de masquer un document aux autres professionnels de santé. Ça répond à deux besoins métiers. Premièrement, c'est typiquement en cancéro, une découverte fortuite, des mauvaises nouvelles à annoncer.
Et donc, c'est la responsabilité du médecin et du radiologue de dire ce compte-rendu ne doit pas être revu par le patient le temps de l'annonce. Donc là, on est sur quelque chose d'assez classique, hein. Les logiciels sont prévus pour. Ce qu'on a pu constater, je parle des logiciels Vaga, bien entendu, ce qu'on a pu constater, c'est que parfois, en termes d'ergonomie, c'était pas très simple. 2-3 clics, 2-3 pages, forcément pas connu. Voilà. L'autre cas, c'est un patient qui a une pathologie et il ne souhaite pas que d'autres médecins aient connaissance de cette pathologie, typiquement de la traumato versus une maladie longue, et donc peut demander effectivement de, en quelque sorte, compartimenter. Ça aussi, la loi le prévoit, le dispositif le prévoit, tout est prévu. Quand on regarde les chiffres, sur les 12 derniers mois, il y a 13,3 millions de comptes rendus qui ont été alimentés. Et donc 1,2 million en invisible, soit 7,5%. Alors, c'est pas énorme. En bio, on est à des taux qui sont plus importants, mais c'est quand même très significatif. Et du coup, ben, le dispositif d'invisibilisation et remise en visibilité qu'on a conçu montre quand même quelques limites. Si on dit que l'invisibilisation, c'est côté radiologue, ça veut dire que la remise en visibilité, c'est au médecin qui fera l'annonce. Si par exemple c'est un médecin de ville, il faut qu'il ait connaissance dans son logiciel des fonctionnalités permettant de remettre en visibilité. Ce n'est pas forcément le cas. Il faut avoir compris les règles. Voilà, là aussi, il nous reste du travail de pédagogie. Et du coup, ben, aujourd'hui, ce mécanisme de remise en visibilité automatique qu'on a mis en place, il est quand même compliqué à déployer. Et pour l'exemple, hein, vous savez que si jamais il n'y a pas d'annonce et que le document reste invisible, à ce moment-là, au bout d'un mois, il va y avoir une notification comme quoi le patient doit consulter ses médecins, et 2 mois plus tard, remise en visibilité automatique. Du coup, ça voudrait dire que ces documents qui sont aujourd'hui invisibles, mais pour lesquels il y aurait une annonce, le patient recevrait une notification, il irait revoir son médecin alors qu'il l'a déjà vu. Anxiété, surcharge au niveau des médecins. Donc voilà, ce n'est pas complètement anecdotique à mettre en place. C'est un vrai sujet pour la radio, c'est encore plus compliqué pour la biologique. Il y a également des structures qui déposent tous leurs documents en invisible, voilà, y compris quand ce n'est pas sensible. On sait qu'il y a des structures de radiologie qui, quelles qu'en soient les raisons, peu importe, ce n'est pas l'objet du débat ce soir, envoient tout en invisible. Ça veut dire que tous les patients et donc tous les médecins traitants ne voient pas, les comptes rendus, doivent remettre en visibilité. Donc là aussi, vous voyez que le cas est assez compliqué à régler. Et donc tout ça passe encore une fois par de la pédagogie et par donc une concertation qui a permis de redéfinir les modalités du mécanisme et de concevoir des évolutions en vague 2. Voilà, c'est de ces objets-là qu'on discute encore une fois en ce moment avec le G4. L'intention y est, les mécanismes y sont, la complexité, elle est vraiment dans la mise en œuvre pour, ne pas créer d'anxiété au niveau des patients et d'incompréhension, surtout pour des patients qui sont atteints de maladies graves et qui n'ont pas besoin de ça en plus. 2, pour ne pas surcharger les médecins demandeurs par rapport à des visites et des demandes de visites, des demandes de rendez-vous pour lesquelles le travail aurait déjà été fait. Voilà pour la partie visibilité. Du coup, la suivante. Du coup, on l'a mis en suspens du fait des volumétries. Alors, encore une fois, surtout pour la bio, mais vous l'aurez compris, on ne peut pas enclencher le mécanisme typiquement pour la radio et le laisser en place pour la bio. Les médecins et personne n'arriverait à comprendre finalement les règles, alors que c'est déjà bien compliqué. Ce qu'il faut en retenir, en tout cas sur les principes clés, c'est que le numérique ne doit pas se substituer à l'accompagnement humain nécessaire à l'annonce d'un diagnostic grave. Ce qu'on voit aujourd'hui finalement dans ces processus numériques, et c'est assez rassurant aussi, c'est que ça remet aussi l'individu, le médecin, au centre du processus. On aurait pu se dire, mais il y a plein de numérique, le radiologue va un petit peu disparaître dans tout ça. Et finalement, quand on voit la chaîne numérique, la chaîne automatique, on voit aussi l'importance de la décision et de la communication humaine, et donc aussi les limitations de toutes ces alimentations en invisible, et donc le fait que ce soit vraiment pas détourné en termes d'objets et que cette invisibilisation soit comprise, connue de tous les médecins. Quand je dis connue, c'est les principes et les logiciels, pour qu'on puisse vraiment le mettre en place. Voilà. En tout cas, ce qu'il faut également retenir, c'est qu'aucun document ne sera masqué aux patients de manière pérenne.
et qu'aucun rattrapage du stock n'aura lieu. C'est une sémantique un petit peu directe. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas un jour où on va appuyer sur un bouton et on va démasquer d'un coup des millions et des millions de documents, notamment pour les raisons que j'ai évoquées, à la fois de stress et ce côté anxiogène vis-à-vis des patients, mais aussi de ne pas aller générer des millions de rendez-vous côté demandeur. Voilà, sur les grands principes, en tout cas, en attendant la mise en production, il faut vraiment se limiter à ce mécanisme d'invisibilisation, surtout pas le mettre par principe, par défaut, mais que ce soit vraiment utilisé à propos. Du coup, aussi la partie certificat logiciel. Je ne sais pas si Nathalie, tu veux prendre la suite sur la partie certificat. Oui, si tu veux. Allez, volontiers, Bonjour je te à laisse la tous. suite. C'est ce slide, pardon, je pensais que c'était l'autre. Alors, sur les certificats, on a bien observé que parmi les prérequis, bien sûr, un des prérequis à l'alimentation, c'est disposer d'un certificat, puisqu'aujourd'hui, vous avez plusieurs façons d'alimenter mon espace santé, soit de vous identifier avec une carte, une ICPS ou une CPS ou une CPE, si c'est la secrétaire qui fait l'alimentation, ou bien sûr, l'usage des certificats, et c'est bien pratique parce que ça peut vous éviter d'avoir à utiliser la carte pour réaliser l'alimentation. Et les certificats, aujourd'hui, on l'observe dans les statistiques, sont des raisons qui peuvent expliquer le fait que l'alimentation de mon espace santé ne fonctionne pas parce que le certificat soit est périmé, soit n'est pas présent. Donc, il y a plusieurs raisons à cela. Ça peut être que l'identifiant de la structure a changé pour une raison ou pour une autre, ou dans certains types de structures, un nouveau professionnel est arrivé et ce professionnel-là, dans ce lieu d'exercice, n'a pas de certificat, ou simplement, comme je le disais tout à l'heure, que les certificats ont périmé. Donc, c'est important d'avoir une vigilance par rapport à ces certificats. Les certificats, aujourd'hui, sont en général gérés en établissement de santé par les équipes techniques, les équipes informatiques, mais ils peuvent bien sûr être délégués, donc toute la gestion des certificats peut être déléguée à l'éditeur qui s'occupe lui-même de les retirer et de les installer. Et ça, cette prestation est comprise dans la prestation Ségur, donc il ne faut pas s'en priver. Quelques règles qui sont rappelées ici. Il y a différentes situations on va dire, d'attribution des certificats à une structure, selon qu'on est en établissement, en société d'exercice libéral ou en cabinet individuel ou de groupe, par exemple. Et pour chacune de ces situations, les certificats ne vont pas être commandés sur le même identifiant de structure. Ça, c'est des choses que les éditeurs connaissent parfaitement, donc il faut leur faire confiance par rapport à ça et à ces commandes de certificats. L'éditeur ou le responsable informatique, si on est dans un établissement, a la possibilité à tout moment de nommer des administrateurs techniques qui retireront les certificats. Et cet administrateur technique a une connaissance, grâce au service de l'ANS, connaissance parfaite des certificats qui sont installés, qui ont été retirés et qui ne sont pas périmés. Donc, il a la possibilité, lui, de voir les certificats qui vont arriver à péremption pour pouvoir les renouveler et qu'on n'ait aucun trou à un moment donné d'alimentation due au certificat. Des choses à savoir également, si vous avez déjà franchi la vague 1, vous avez des certifications motrices. Ces certificats sont bien sûr les mêmes, identiques pour le RIS vague 2, donc il n'y a pas besoin d'en commander, d'en retirer des nouveaux. On utilise exactement les mêmes certificats. Pour la Dreambox, néanmoins, il faudra des nouveaux certificats puisqu'il y a une nouvelle instance logicielle. Je pense que j'ai à peu près, n'hésite pas à compléter, Jean-Marc, s'il y a certains éléments que je n'aurais pas dit sur ce slide. À peu près couvert. Non, je pense que tout y est. Après, s'il y a des questions spécifiques, on y répondra avec plaisir à la fin. Et Nathalie, je te laisse poursuivre. Au niveau attribution des certificats, que ce soit la structure, donc par l'équipe informatique, qui décide de retirer les certificats et de les installer elle-même,
que ce soit confié à l'éditeur, les étapes sont toujours les mêmes. On détermine les certificats qu'il y a à retirer. Quel certificat, sur quel identifiant, on retire les certificats et on les installe. Et comme je le disais tout à l'heure, la personne qui peut faire ça s'appelle un administrateur technique et vous avez la possibilité, et c'est fortement conseillé dans les cabinets, bien sûr, de confier toutes ces actions à l'éditeur puisque ça fait partie de la prestation Ségur. Vous pouvez confier entièrement et lui déléguer cette gestion de certificats pour que ce soit totalement transparent au niveau du cabinet et faire en sorte que l'éditeur puisse avoir à tout moment une vue complète des certificats du cabinet qui sont installés sur les logiciels et pour qu'il n'y ait aucune interruption d'alimentation du certificat. Voilà, pour l'essentiel sur les certificats. Et merci. Du coup, je reprends la parole tout en ayant répondu à la dernière question dans le chat. Donc, la vague 2 qui a déjà été publiée donc, en février 2025. Donc, deux aspects. L'aspect partage d'images, hein, avec ce fameux réseau de partage sécurisé des images médicales, sur lequel les radiologues nous ont énormément accompagnés, d'où le nom, hein, Dreambox, Dream M, qui fait référence à Dream Francia. Chaque structure d'imagerie est un nœud du réseau DreamM et donc on connecte tous les PACS par l'intermédiaire donc de ces Dreambox, qui permet aussi, je l'ai répondu dans le chat et je le réponds là, de faire la translation entre les IP locales et l'INS. Et donc on aura cette passerelle Dreambox. L'accès aux images par le patient et le professionnel de santé donc se fait en interrogeant mon espace santé, vous l'avez compris, on est dans la mécanique habituelle. Pour les professionnels, donc une fois obtenue l'installation de la Dreambox et la mise à jour vague 2 du RIS, consultation facilitée, je l'ai dit tout à l'heure, donc des documents directement dans le RIS. C'est-à-dire que par exemple, vous aurez accès à la bio du patient avant de faire un examen d'imagerie en coupe. Si vous avez un doute sur une pathologie, vous pourrez également aller un petit peu plus loin dans le DMP pour consulter l'historique du patient. Donc en termes de métier, ça va être une vraie aide. Bien entendu, accès aux images médicales en plus du compte-rendu, avec une valeur ajoutée certaine, on va en reparler. Et donc aussi classement rapide des documents reçus par messagerie. Aujourd'hui, vous recevez pas mal de documents, vous allez en recevoir de plus en plus. Et l'idée, donc, c'est d'avoir la structuration autour de ça. Du coup, ce qu'il faut en retenir de cette vague 2, c'est ce que je disais tout à l'heure, des vrais apports métiers pour les radiologues. Avec une prise en compte de l'historique des examens d'imagerie pour le diagnostic, notamment dans le contenu du DMP, les examens redondants qu'on va pouvoir traquer, hein, et il faut appeler les choses comme elles sont. Accès facilité pour les spécialistes qui ont besoin d'images. Je pense en premier lieu aux orthopédistes, hein, en travaillant régulièrement avec la Softcode. Je mesure à la fois aujourd'hui toute l'attente, pour ne pas dire la frustration des orthopédistes à ne pas avoir les images, et du coup, finalement, tout ce qu'ils vont avoir derrière comme valeur ajoutée. Voilà, donc il n'y a pas que les orthopédistes, bien entendu, mais pour travailler régulièrement avec eux, l'attente, elle est très, très importante à leur niveau. Et l'amélioration aussi de nombreux parcours de soins, programmes de dépistage, entre autres, puisque avec ce mécanisme de partage d'images, on va aussi pouvoir faire évoluer en profondeur la L2 du DOCS, voilà, du dépistage organisé du cancer du sein, qui s'est heurté au niveau de la démat des difficultés techniques, hein, avec la problématique de transférer les images, qu'on solutionne ici. Du coup, la suivante, pour passer aux bénéfices induits. Et là, je vais parler que de la Dreambox. Je vais laisser un tout petit peu le risque de côté. On va se concentrer plus sur les images. Redondance des examens, voilà, j'en ai parlé, c'est quelque part un leitmotiv. Hein. L'architecture, alors c'est pas complètement anecdotique. Hein. La plupart des pays, pour ne pas dire tous les pays, ont fait le choix d'archives centralisées, de packs centralisés. Ça veut dire qu'on transfère a priori toutes les images. Et nous, ce qu'on va faire, c'est de transférer a posteriori uniquement les images dont on a besoin. Ça veut dire que on va économiser des ressources réseau matérielles. Et donc, on aura la possibilité finalement de n'échanger les examens que quand cela est nécessaire. Voilà. On va jusqu'à l'empreinte carbone. Vous savez que l'éthique nous est chère dans l'équipe et on est là aussi dans ces logiques-là, avec aussi bien entendu des déplacements évitables, des transferts de patients qu'on fait aujourd'hui parce que les examens ne sont pas là, des déplacements de radiologues, j'en ai parlé dans les CRCDC,
parce que les films sont aujourd'hui physiques dans les CRCDC, et ainsi de suite. Ces sujets, on les échange régulièrement avec l'Assemblée. Voilà, c'est porté aujourd'hui au plus haut niveau de l'État. Vous retrouverez en lien dans les slides qui vous seront diffusés, notamment un passage d'une audition où cette thématique de l'imagerie est directement abordée. Ouais. Je finis la présentation et je répondrai après aux questions directement. Du coup, au-delà des bénéfices, maintenant la temporalité, et donc la slide suivante qui nous permet de voir les perspectives. Donc les perspectives métiers, je vous l'ai dit, les radiologues se sont énormément impliqués, il y a beaucoup d'attentes. Voilà, encore une fois, pour échanger avec eux régulièrement, dont moi Jean-François Châtel qui est présent ce soir. Voilà, c'est implication, investissement sans faille et on leur doit beaucoup dans la réalisation de ce projet. Donc on s'attend bien entendu à une adoption massive. Technique, finalement on réutilise des normes existantes en les organisant d'une façon un petit peu différente. On apporte une couche de cybersécurité, vous vous en doutez, mais on n'invente pas de choses nouvelles et surtout pas de mécanismes franco-français qui auraient vocation à le rester. Au contraire, manquait de temps ce soir pour parler de l'Europe, mais vous savez probablement qu'il y a un espace européen des données de santé qui est arrivé en mars 2025, que tout ça est en train de se mettre en place. Et donc en 2029, il y aura les comptes rendus qui vont circuler. Et en 2031, au niveau de l'Europe, je dirais la libre circulation des images. Alors, ça laisse un peu de temps, mais en tout cas, les principes techniques seront analogues comme ceux qu'on développe aujourd'hui sur la Dreambox. Sur la partie financière, achat pour compte, c'est le mécanisme Ségur. C'est l'État qui se substitue à l'établissement ou au service de radiologie au niveau du paiement. Et donc, pas de coûts résiduels. Pour le RIS, les coûts matériels n'étaient pas pris en charge, puisqu'on partait du principe qu'il y avait déjà un RIS et donc il y avait déjà des serveurs. Pour la Dreambox, c'est l'inverse, on est sur un nouveau dispositif. Donc ça englobe bien le matériel. Voilà, et on part pour 3 ans, avec l'idée au bout de 3 ans, finalement, que tout ça converge vers les portails de diffusion, ce qu'on va écrire également dans les textes, on a commencé à le faire, et donc à la fin, qu'il ne subsiste plus qu'un seul système, ce soit des portails de diffusion intégrant la technologie Dreambox qu'on rendra opposable, et du coup, qui va permettre de rationaliser aussi tous ces mécanismes d'échange et de partage, avec un gros plus en termes d'implémentation, et là je pense plutôt aux DSI qui vont en avoir fini avec de multiples passerelles d'ITOM. Du coup, si on prend en compte ces paramètres techniques, métiers, financiers, alors bien entendu, on ne minimise pas du tout le travail, mais on sait qu'à fin S2 2025, on aura les premiers déploiements à usage. Alors, est-ce que ce sera décembre ou est-ce que ce sera janvier? C'est encore un peu tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est sur voilà, cette chronologie-là. 2026, généralisation. 2027, atteinte de régime de croisière. Rappelant que de toute façon, les commandes doivent être passées en 2026, avant le mois de novembre. Et pareil pour les déploiements, avant 2027, là aussi, novembre de mémoire. Ce qui veut dire que tout ça est bien borné dans le temps et que pour profiter des financements Ségur, il faudra de toute façon être dans cette temporalité. Et du coup, la suivante, je te la laisse, Céline, ou je poursuis? Vas-y, enfin non, je peux parce que c'est un petit peu ce que j'ai C'est dans la continuité de ton effectivement propos. dit. C'est cette nécessité vraiment de monitorer tant les taux de qualification de l'INS que les documents qui sont alimentés dans mon espace santé. Il est possible que vous ne trouviez pas facilement dans vos logiciels ces informations, donc vous pouvez directement les demander à votre CPAM. Et sachez que très prochainement, nous allons faire une campagne nationale de visite pour un peu balayer l'ensemble des sujets Ségur, donc INS, Mon Espace Santé, MSS. L'objectif, encore une fois, c'est réussir à identifier où vous pouvez rencontrer des difficultés et vous apporter un accompagnement le plus adéquat. Quelques ressources documentaires qui peuvent toujours servir. Donc vous avez la fiche INS que vous pouvez afficher en salle d'attente.
Je vous ai remis la plateforme de e-learning qui est proposée par le site de l'ANS, mais aussi un replay qu'on a organisé avec Jean-Marc l'année dernière. Et puis là, vous avez un très beau QR code sur les fondamentaux et principes opérationnels d'échange et de partage des données de santé. C'est tout un tas d'informations, de réponses très certainement aux questions que vous pouvez vous poser autour de mon espace santé. Donc, n'hésitez pas à le flasher. Et puis, vos éditeurs ont certainement des modules de formation aussi qui peuvent remettre à disposition pour former les secrétaires. Et puis, autre information, nous allons organiser très prochainement des webinaires en association avec l'ensemble des éditeurs de risques. On communiquera largement quand ça sera programmé et puis vos éditeurs sauront vous solliciter. Et il faudra vraiment pas hésiter à former, à inscrire et envoyer vos secrétaires pour être dans la maîtrise absolue du sujet et de voir une belle croissance de l'alimentation de mon espace santé. Il me semble qu'il y a encore des questions auxquelles Jean-Marc n'a pas répondu. J'étais en train, mais du coup, je Ouais. vais le faire de vive voix. Sur la question de l'INS, juste, je reprécise quand même que l'INS est obligatoire depuis janvier 2021, donc c'est pas d'hier. Et ça fera plaisir à Céline. Et effectivement, en fait, l'INS doit être qualifié avant, c'est-à-dire que dans le workflow, c'est une INS, enfin, l'identité est qualifiée, la réalisation du compte-rendu. Ça n'aurait pas de sens d'aller qualifier a posteriori. Voilà, c'est pour ça qu'on se bat et c'est pour ça qu'on en a reparlé ce soir pour la qualification de l'INS, hein. Encore une fois, la demande de la pièce d'identité n'est pas un contrôle d'identité. De temps en temps, on entend dire oui, c'est pas notre job de contrôler l'identité, c'est pas nous de demander des pièces d'identité, c'est pas le sujet. En fait, le seul sujet quand on demande une pièce d'identité, c'est de s'assurer que l'identité numérique du logiciel correspond bien à l'identité physique de la personne que vous avez en face de vous. C'est tout sauf un contrôle d'identité, c'est juste que vous vous assurez que le bon document va arriver dans le bon dossier de la bonne personne et qu'il ne va pas y avoir à la fin un document qui ne sera pas dans le bon dossier, et donc, dans le pire des cas, un soin qui ne sera pas dispensé à la bonne personne. Donc, c'est plutôt un service que vous rendez à la personne que vous avez en face de vous, plus qu'un contrôle d'identité. Et surtout, vous vous épargnez le risque d'une mauvaise attribution d'une INS alimentée dans Ouais, le mauvais MS. Et ça, on sait que c'est hyper compliqué pour récupérer. Donc, il y voilà. a des sécurités, Ouais, du coup, sur prenez-les. la question bureau des entrées, en fait, un patient, quand il arrive, je pense qu'on parle du cas des urgences, hein, il est toujours enregistré dans le SI de l'hôpital. Alors, sauf cas extrêmement particulier d'un patient qui arrive inconscient, qui n'a pas de papier, qui a un examen réalisé sous X, il y a toujours l'admission au niveau de l'hôpital. Voilà. Donc ça passe de toute façon par le SI de l'hôpital qui redescend l'INS qualifié dans Coris. Preuve en est aujourd'hui des hôpitaux qui alimentent à 80-85%, et qui sont pour certains des GHT que j'ai visités voilà, personnellement et qui prennent des gens en urgence. Si, pour l'avoir vu, ça fonctionne aussi en urgence, voilà, notamment à l'hôpital de Chalon-sur-Saône, par exemple. J'ai eu la chance de visiter et cet hôpital prend bien des patients en urgence et il est bien à 80-85. Je Oui, suis- alors, Alors, moi, je vais vous donner, moi, le CHU de Bordeaux. Le CHU de Bordeaux, que je connais particulièrement, qualifie les identités au niveau des urgences et jour et nuit, et jour et nuit. Voilà. Donc, c'est une question d'organisation. d'organisation et de C'est pas une question moyens alloués. logicielle. Mm. Ouais, voilà, c'est une Ouais. question de bonne organisation, de bonne mise en œuvre des process. Mais c'est pas parce qu'on est un CHU qu'on ne qualifie pas après 20 heures. Et encore une fois, vous le savez, on est quand même beaucoup sur le terrain. On vous donne là nos expériences respectives et ce qu'on a pu constater en termes de bonnes pratiques. Voilà. Ce qui nous laisse à penser, c'est ce que je disais en début de séance, hein, qu'il n'y a pas de fatalité, que si certains hôpitaux y arrivent, encore une fois, pourquoi pas tous. Et c'est pareil pour les cliniques et les services privés. N'hésitez pas. S'il y a d'autres questions, on les prend avec plaisir.
Il nous reste encore 5 minutes. C'était laissé un tout petit peu de marge. Voilà. En tout cas, écoutez, merci pour votre attention, pour vos questions. Vous savez qu'on est attentif. Hein. Chaque mois, on regarde ça de façon très détaillée, je dirais presque établissement par établissement, plateau de radio par plateau de radio, parce que voilà, il faut vraiment que ça monte. On en reparlera aussi au JFR. Il y aura des communications autour de ça. Et on espère bien qu'au moment des déploiements des premières Dreambox, ce sujet sera pas complètement derrière nous. Ça, ce serait quand même une très très bonne surprise. On a du mal à y croire, mais en tout cas en grande partie derrière nous. Parfait. Merci Jean-François pour ton aide et voilà, une partie de tout le travail présenté ce soir te revient. Oui, pour le diapo, bien sûr, hein, comme toutes les présentations qu'on fait, vous aurez le replay, la vidéo, vous aurez les slides, et puis, bien entendu, la possibilité d'échanger aussi en asynchrone, hein, il n'y a aucun problème. Pour ma part, je serai présent au JFR les 4 jours. Voilà, donc, si certains veulent en profiter pour se retrouver et poursuivre la discussion, c'est bien entendu avec plaisir, on est là pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.